Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va poursuivre aujourd'hui notre travail de réflexion sur les évolutions en cours avec les événements qui se bousculent. On est en compagnie de la philosophe et psychanalyste Sabine Procoris. Bonjour madame. Bonjour, merci de votre accueil. Vos derniers ouvrages parus ont trait au féminisme. Je citerai le Mirage MeToo au Cherche Midi, Les habits neufs du féminisme, c'était aux éditions Intervalle l'an dernier, et puis tout récemment, également au Cherche Midi, Qui a peur de Roman Polanski. On va revenir sur cet aspect de votre travail de ces dernières années, et puis on parlera plus généralement de ce qui se passe dans l'opinion publique aujourd'hui, mais évidemment un mot d'abord sur la période électorale tendue que l'on connaît en France, tendue, confuse, inquiétante. Quelle est votre perception, votre analyse au point où nous en sommes à une semaine maintenant du premier tour de ces législatives? Effectivement, comme vous le dites très justement, c'est une période confuse et extraordinairement inquiétante. Évidemment, c'est toujours difficile à chaud de commenter. Néanmoins, on peut faire quelques remarques. Je peux vous dire une chose qui me frappe, qui m'est venue à l'esprit hier. Depuis que je suis en âge de voter, c'est-à-dire depuis un certain nombre d'années, puisque la première fois que j'ai voté, c'était aux législatives de 1978. C'est vraiment la première fois que la question de l'antisémitisme apparaît à ce point essentiel, enfin, au centre de l'actualité. Donc je trouve ça, bien évidemment qu'il y a toujours eu il y a un antisémitisme latent en France. On l'a vu juste après le 7 octobre, puisque avant même l'offensive de Gaza, où Israël s'est défendu, eh bien l'antisémitisme a explosé de toutes sortes de manières en France, donc pendant 15 jours, 3 semaines. Hein. Et puis évidemment, ça n'a fait que croître et embellir, si on peut dire. Et donc là, je suis quand même extraordinairement frappée qu'en pleine campagne électorale, on entende des choses telles que on va proposer des formations sur l'antisémitisme à des élus. À des élus, ça c'est du côté du nouveau Front populaire, plus précisément LFI. C'est quand même hallucinant. Alors bien évidemment que dans les années précédentes, cette question de l'antisémitisme n'a jamais disparu, mais là, c'est comme si il y avait un débat là-dessus à avoir. Comme s'il y avait un débat à avoir. C'est extraordinairement choquant, je trouve. Comment il se présente ce débat, justement? Oui, comment Sous quelle forme ce débat se déroule-t-il? de la question de Non, non, l'antisémitisme. mais je veux dire, en l'occurrence là, comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste par le fait que personne ne bronche quand on voit écrit sur un trottoir en plein centre de Paris les Juifs au four, par exemple. Personne ne bronche, les gens passent et ne bronchent pas. Quand on voit ce qui se passe dans les universités, quand on écoute, quand on voit les manifestations presque hebdomadaires sur Gaza, sur la Palestine, et toutes les autres manifestations du front. Alors toutes les manifestations que j'ai vues contre le Rassemblement national sont en fait des manifestations qui ressemblent à des manifestations pro-Hamas. Mon cabinet est tout près de la place de la République, et sur la statue de la place de la République, à chacune de ces manifestations, vous avez le drapeau palestinien qui est hissé sur la statue. La manifestation de samedi dernier du front de gauche, n'est-ce pas, dont Raphaël Glucksmann prétend que LFI s'est dissous à l'intérieur de ça et que c'est plus grave du tout, LFI, eh bien, vous aviez un énorme drapeau palestinien comme une tente qui recouvrait toute une partie des manifestants. Alors pour moi, c'est une vraie question. Et évidemment, Alors, cette question de l'antisémitisme se focalise, flambe autour de la question palestinienne à la suite du 7 octobre, et on aura l'occasion d'en reparler. oui. Alors justement, de l'autre côté, il y a aussi cette idée de dire qu'il faut faire barrage à l'extrême droite qui avait la réputation d'antisémite aussi, d'antisémitisme prononcé à une certaine époque en tout cas. Bien Donc entendu. c'est assez paradoxal de voir qu'il faut faire barrage avec finalement un barrage qui n'est pas forcément plus reluisant ce qu'il prétend arrêter. Bien évidemment que c'est très paradoxal. On se rappelle évidemment dans Jean-Marie Le Pen, le jeu de mots du rafour crématoire, le point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Jordan Bardella a été malgré lui obligé il y a quelques mois d'admettre, oui, que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Seulement, d'une part, le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est certainement pas identique au Front national
de ses fondateurs. Son électorat non plus n'est pas le même. Et là, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que, comme sur d'autres questions, je veux dire, la laïcité était censément un combat et un marqueur de la gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un marqueur de la gauche. C'est considéré comme islamophobe, la laïcité. Nicolas Sarkozy a dit des choses très justes dans un entretien du journal du dimanche cette semaine, en expliquant qu'il ne comprenait même pas pourquoi il serait question d'un grand débat sur la laïcité, puisque la laïcité, aucune des obédiences religieuses, excepté l'islam aujourd'hui en France, et pas seulement les islamistes, l'islam, ne la met en question. Donc, si vous voulez, voilà, on est dans une situation en effet très paradoxale, très folle, où un certain nombre de marqueurs de la gauche sont en quelque sorte, alors d'une manière plus ou moins ripollinée, j'en sais rien, je ne sonde pas le fond des cœurs et des âmes, mais qui sont repris du côté de la droite, voire de l'extrême droite, ce qui est quand même très très perturbant, effectivement. Il y a aujourd'hui une interview que je n'ai pas eu le temps de lire d'Arnaud Klarsfeld dans l'Express, qui explique que ce qui est d'extrême droite aujourd'hui, c'est LFI. Voilà. Dans les pratiques même qui sont, quand un député LFI, Thomas Porte, pour ne pas le nommer, il y a quelques mois, pose avec un ballon à l'effigie de la figure, du visage d'un ministre, le pied sur le ballon, tête coupée, pardon, mais ce sont des pratiques pour moi de type fasciste ou fascisante. Effectivement, vous parlez d'Arnaud Klarsfeld, donc, dont le père a fait une déclaration. Je sais, ce qui a choqué absolument tout le monde. Ce qui a choqué beaucoup de monde. Bien sûr que ça a choqué. Sur le fait de dire qu'il préférait voter pour le Rassemblement national. C'est l'antisémitisme du côté de LFI, bien entendu, mais la complaisance de l'ensemble de la gauche, sauf quelques exceptions, avec cette chose-là, qui est, bon, d'autres en ont parlé beaucoup mieux que moi, Georges Bensoussan, René Frégosi, je vous renvoie à leurs travaux. Voilà, on peut les retrouver aussi sur cette chaîne. Alors, la Palestine, revenons là-dessus quand même. Curieusement, il y a l'antisémitisme et il y a la Palestine, thème de campagne, puisque Jean-Luc Mélenchon a annoncé que la première mesure, ou l'une des premières mesures que prendrait la gauche, si elle obtenait une majorité, ce serait de reconnaître un État palestinien. Comment on peut expliquer quand même que ce thème soit devenu central, Sabine Procoris? C'est une histoire, enfin c'est pas tout à fait nouveau, si vous voulez, mais que ce soit devenu central de cette manière, il me semble qu'on peut le rattacher à plusieurs choses, du point de vue, disons, des discours idéologiques, à toute la mouvance décoloniale, intersectionnelle, c'est-à-dire une mouvance qui considère qu'il y a d'un côté l'Occident colonisateur, blanc, patriarcal, et de l'autre côté, alors donc les dominants, si vous voulez, et de l'autre côté, les dominés, les colonisés et les minorités assimilés à des colonisés en réalité. Il suffit de se rappeler le livre de Ouria Boutelja il y a quelques années, Les Blancs, les Juifs et nous. C'est clair et net dans ce livre. Et du point de vue de la entre guillemets théorie, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est quand même très c'est truffé de paralogisme, de raisonnement circulaire, et c'est extrêmement spécieux. Du point de vue de la théorie, disons, les têtes pensantes, entre guillemets, je dirais les intellectuels organiques de ce type de mouvance avec qui prônent l'alliance des minorités, vous avez tout. Les femmes, les trans, les homosexuels, etc. Et les colonisés, les racisés, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'est qu'ils doivent effectivement s'allier pour retourner la domination, en réalité, même pour retourner la domination, pour se soulever. C'est ainsi que Judith Butler, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais depuis des années et des années, a toujours écrit que le Hezbollah et le Hamas sont des mouvements progressistes, sont des mouvements d'émancipation progressiste. Alors comment en même temps, elle a écrit, comment en même temps peut-on considérer qu'on va défendre aussi les minorités homosexuels, etc., etc. C'est un peu surprenant, puisque quand même ce qu'on sait de ces idéologies-là, islamistes, sont les traitements, et de tous les pays d'ailleurs gouvernés par où l'islam est prépondérant, tous les pays de ce type-là, la question de l'homosexualité des femmes, franchement, c'est pas un grand succès. Donc c'est un peu paradoxal. Alors évidemment, il y a des minorités qui valent plus que d'autres. À un moment donné, il faut se ranger derrière la minorité principale qui est la figure du colonisé, si vous voulez, qui est une sorte d'entité, je dirais, comment dire,
qui fait fi de l'histoire, parce que la question, c'est pas l'histoire, c'est pas la façon dont les choses se sont transformées, c'est quelque chose qui est lié à l'idée que ce serait systémique. Ce serait systémique, c'est-à-dire que de toute façon, la structure de la domination blanche, hétéropatriarcale, etc., est telle que quelles que soient les transformations historiques, ça reste Voilà, ouais. ainsi. Impossible d'en sortir de ce rapport de domination. Et la figure du racisé, colonisé, etc., et l'israélien, et le juif évidemment là-dessous, et condense avec en plus tous les clichés traditionnels de l'antisémitisme, du protocole des sages de Sion, si vous voulez, la domination, puis dominer le monde, le lobby de l'argent, les puissants, etc. Eh bien, ils sont considérés comme la quintessence même du colonisé, et par conséquent, ils sont à éradiquer en réalité. Alors, l'hostilité à Israël va croissante dans le monde entier, en particulier en Occident, au point que le débat d'idées semble devenu très difficile, parce que les discours tenus apparaissent un peu comme détachés du réel. On va essayer d'approfondir un peu ce qui se passe au niveau des modes de pensée d'aujourd'hui. Tout se passe comme si chacun se faisait un peu sa propre réalité, indépendamment d'une réalité qu'on pourrait qualifier d'intersubjective, enfin qui concernerait tout le monde au même niveau. Un monde partagé. Un monde commun. Comment est-ce qu'on en arrive à ce déni du réel et la fabrication de ce qu'on pourrait appeler une vérité, une réalité alternative? Oui. Alors c'est très important, mais je voudrais juste ajouter une chose sur le point précédent. J'ai lu ce matin un article dans le Figaro assez intéressant, c'est-à-dire que c'est pas seulement Mélenchon, hein, c'est pas seulement LFI, c'est-à-dire dans le programme du Front dit populaire, il y a la reconnaissance immédiate, non seulement la reconnaissance immédiate de l'État palestinien, mais l'embargo sur la livraison d'armes à Israël, alors que rien de tel n'est prononcé concernant l'Iran et le Hamas, enfin tous les mouvements terroristes qui ne sont pas nommés comme tels. Donc il y a quand même là des biais qui sont très très problématiques au nom de la défense des pauvres opprimés. Bon, alors maintenant la question du déni du réel. Alors c'est une question évidemment centrale, il me semble, dans tout ce qui nous arrive, extrêmement inquiétante. Elle trouve ses racines, je dirais, intellectuelles, puisque c'est, quelle que soit la vulgate dans laquelle nous sommes, il y a évidemment des racines intellectuelles à cela, dans toute une mouvance, disons, théorique, théorico-philosophique, qui procède de, comment dire, ce que la French Theory, c'est-à-dire un certain nombre de philosophes français des années 70 repassés à la moulinette de l'Amérique, ont produit dans le discours de figures comme John Scott et notamment Judith Butler. Je parle d'elle parce qu'elle est emblématique, vu que c'est une sorte de vache sacrée universelle. Ses ouvrages sont traduits dans plus de 20 langues, et en France, depuis le début des années 2000, elle a été totalement introduite dans l'université sur les questions de genre, de minorité et entre guillemets, révolution, n'est-ce pas? Donc là, l'idée, c'est que, si vous voulez, d'une part, c'est une théorie qui est une théorie des discours. C'est-à-dire que les discours qui sont tenus sont appelés des récits, et ces récits, non seulement sont les récits à ce moment-là, et c'est la théorie du discours, et c'est la théorie de la performativité intégrale. Qu'est-ce que c'est la performativité? C'est l'idée que, et c'est tout à fait acceptable dans une certaine limite, d'une certaine manière, que les mots font quand dire c'est faire, si vous voulez, que les mots font, produisent, enfin, engendrent quelque chose dans la réalité. Mais c'est pas la même chose de dire que les mots engendrent quelque chose dans la réalité et de dire que les mots ou les discours engendrent la réalité elle-même. Par exemple, très simple, quand vous vous mariez, j'ai l'air de m'éloigner, mais c'est un bon exemple. Quand vous allez à la mairie, on vous demande: acceptez-vous de prendre pour époux ou pour épouse tel ou tel? Et vous dites oui. Et à partir du moment où vous avez prononcé oui, vous êtes marié. C'est-à-dire que votre parole, votre discours, est performatif à ce moment-là. Donc vous êtes à ce moment-là marié. Seulement, si vous dites ça sur la scène d'un théâtre à votre partenaire, dans une pièce de théâtre, vous ne sortez pas de scène en étant marié. C'est-à-dire, ce qui définit l'efficience d'un discours, ce sont un certain nombre de cadres sociaux et de situations, autrement dit, qui sont elles-mêmes liées à la réalité
à la fois matérielle et externe, et comment dire, et sociale. Autrement dit, c'est pas les mots qui en eux-mêmes ou les discours qui en eux-mêmes engendrent la réalité. Ce sont les conditions dans lesquelles ils sont prononcés. Or, dans l'idée de récit et de performativité intégrale, et on en vient au déni de réalité et à la fabrication d'une réalité alternative, ce qui se passe, c'est que le récit, c'est pas seulement, si vous voulez, ce qui rend compte de la réalité d'une manière plus ou moins biaisée. Ce n'est pas non plus la fiction dont on sait que c'est une fiction, c'est quelque chose qui serait l'équivalent de Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est de la pensée magique en réalité. C'est-à-dire la réalité est engendrée par les récits. Or, les récits dans lesquels nous baignons sont les récits de la domination. Donc la question, c'est de renverser ces récits. Dernier exemple sur cette question des récits, ça a l'air éloigné, mais c'est du même ordre. Actuellement, dans le lexique tranche du planning familial, vous lisez genre en Occident. Alors, je vous fais goûter en Occident, comporte deux catégories, les dominants qui sont les hommes et les dominés qui sont les femmes, comme le monde est simple. Et ce qui suit, c'est assignation de sexe à la naissance. Et on parle de n'importe quel nouveau-né et non point des intersexués, ou d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se passe, on fait un prélèvement chromosomique. Eh bien, les médecins décident. Alors, les médecins sont bien entendu des représentants du pouvoir blanc, colonial, hétéropatriarcal et patati patata, en fonction de normes, c'est-à-dire de standards en l'occurrence, et non pas de la norme comme processus adaptatif, en fonction de normes de longueur du pénis ou du clitoris, si le nouveau-né est un garçon ou une fille. Et c'est une institution, c'est un texte officiel dans une institution subventionnée. Vous voyez bien que c'est purement délirant. Autrement dit, l'idée, c'est que c'est le discours, c'est le récit qui fabrique non seulement l'appartenance genrée, c'est-à-dire comment on s'identifie comme homme ou femme, mais la réalité matérielle elle-même. Vous voyez bien qu'on est dans la folie. Alors, dans le champ politique, ça fonctionne comme ça, et ça vient, alors je vous parlais de Butler, mais notamment, alors il y a eu une controverse, alors ça nous ramène à quelque chose dont nous parlerons tout à l'heure, mais Roland Barthes, qui n'est pas dans le meilleur Barthes, parce qu'il y a des choses formidables chez Barthes, dans deux textes, un texte qui s'appelle Le discours de l'histoire et l'autre qui s'appelle L'effet de réel, qui sont accolés, nous explique ceci, c'est-à-dire, dans la mesure, alors c'est très sophistique, c'est-à-dire dans la mesure où un texte de fiction produit un effet de réel. Par exemple, il parle de Flaubert, Madame Bovary, ça produit un effet de réel. Vous y croyez quand vous lisez. Et que l'histoire est une mise en intrigue, est également un récit, c'est du même ordre. Autrement dit, il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux types de récits, le récit historique et le récit de fiction, parce que ce sont des récits qui produisent ce qu'il appelle un effet de réel, ce qu'il oublie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'extériorité de la réalité au récit, ce qui est complètement fou. Et en ce qui concerne d'ailleurs, pour revenir à la fiction et à la littérature, il oublie quand même une chose, bien que ce soit extraordinairement brillant ce qu'il écrit, il oublie que la fiction, elle est nourrie par la réalité. Flaubert ne crierait pas Madame Bovary en plein milieu de la forêt amazonienne. Ouais, surtout qu'il avait l'habitude de beaucoup se documenter, Bon, effectivement. oui, cet exemple parce qu'il est simple. Ouais. Alors justement, peut-être qu'on peut tout de suite appliquer ce schéma à Israël, finalement, pour aussi comprendre. Qu'est-ce qui fait que, effectivement, l'idée que les Israéliens commettent un massacre à Gaza et que c'est finalement presque intentionnellement qu'ils le font et qu'il faut donc les arrêter à ce titre, que c'est un génocide, oui. etc. Ça fait partie de ce mode de raisonnement sans qu'on regarde simplement les faits, la situation et qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Absolument. Et on est absolument dans ce que a été, entre guillemets, théorisé par, vous vous souvenez, cette conseillère de Trump, là, les faits alternatifs. Alors, déjà, il y a une confusion des plans, c'est-à-dire on met sur le même plan ce qui intellectuellement, factuellement et historiquement évidemment faux, mais on s'en fiche que ce soit faux, du moment que ça fonctionne, que c'est efficace, que ça comment dire, ça produit l'adhésion, parce que c'est ça aussi la performativité, c'est de produire l'adhésion. Sauf que l'adhésion peut être une adhésion à un délire. Vous voyez, quand un jaloux paranoïaque vous explique que sa femme le trompe, il est sincère, hein, bien entendu. C'est pas pour autant que son discours, et il le ressent vraiment, et correspond à la réalité. Vous voyez. Donc, pour revenir à Israël, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence par effacer, en le minimisant, ou carrément en le déniant, par effacer le 7 octobre. Ce qui est évidemment quelque chose on commence par effacer le 7 octobre. Ensuite, on prend le signifiant extermination, génocide, Shoah, nazi,
en le vidant aussi de sa teneur historique, mais en conservant, si vous voulez, l'aura émotionnelle comme synonyme d'horreur, et on l'applique aux Israéliens. C'est-à-dire que non seulement on dénie la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre, d'ailleurs c'est pas pour rien que l'antisémitisme a flambé bien avant l'offensive israélienne sur Gaza, mais on applique à Israël même les intentions et les actes intentionnels de massacres, de pogroms qui ont été ceux du 7 octobre, en leur prêtant effectivement une intention génocidaire. C'est-à-dire ce sont eux les nazis en réalité. Ce sont eux les nazis. On ne parle plus de terroristes, on ne parle plus enfin, la dimension génocidaire et tout ce qu'elle évoque est nié, si vous voulez. Et donc il y a la comment ça négation, marche il y a aussi la bien? construction d'autre chose. Comment ça marche aussi bien finalement, cette croyance, hein? Chacun veut croire ce qu'il veut croire, et là, on a un discours qui suscite l'adhésion Oui, bah oui, chez les jeunes notamment. il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, chacun veut toujours croire ce qu'il veut croire. Ce sont des biais cognitifs que l'on connaît, si vous voulez. C'est-à-dire, on le voit bien. D'ailleurs, chacun d'entre nous, on a toujours beaucoup de mal à lire, à se confronter à ce qui est différent ou opposé à ce que l'on croit ou à ce que l'on pense. C'est-à-dire, la croyance, c'est une chose, la réflexion, c'en est une autre. Hein. Le jugement réfléchi et critique, c'en est une autre. Là, effectivement, on est dans le domaine de la croyance. Alors, comment ça marche? C'est pas très, très difficile à comprendre. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'ignorance. D'abord, il y a l'ignorance, c'est-à-dire il y a une ignorance extraordinaire. Vous posez des questions aux manifestants pro-palestiniens, vous leur demandez où c'est le Jourdain, c'est quoi cette mer et où est le Jourdain, ils n'en savent strictement rien. Vous leur demandez quelque chose sur l'histoire de la fondation de l'État d'Israël, ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le sionisme avant 1948, après 1948, rien. La Shoah, ils savent à peine. Bon, donc ils ne savent rien. Ils ne savent Souvent, rien. ils savent des choses d'ailleurs fausses. Ils s'imaginent qu'il y avait un État palestinien avant et qui a été colonisé. Oublions complètement que c'était l'Empire ottoman, l'Angleterre, etc., etc. Donc ils ne savent rien. Donc il y a l'ignorance qui est évidemment le terreau fertile de toutes les croyances. Et on voit bien à quel point dans les écoles, dans le 9-3 par exemple, et pas seulement, c'est difficile d'enseigner la Shoah. Et puis en plus, il faut aussi une capacité de concentration et de réflexion quand vous êtes toute la journée sur TikTok. Comment voulez-vous regarder le pianiste de Polanski, par exemple? Je ne parle même pas de Shoah, de Claude Lanzmann. C'est impossible. Vous êtes formaté, votre cerveau est formaté à zapper à toute vitesse. Par contre, ce qui fonctionne, c'est l'émotion. Une empathie, une émotion frelatée, je dirais, une sorte d'empathie immédiate pour les victimes palestiniennes. Et bien évidemment que c'est tout à fait tragique ce qui se passe pour les civils à Gaza. Seulement, ce qu'on omet aussi de dire, et d'ailleurs récemment Sinwar a fait une déclaration en disant plus il y a de victimes, mieux ça vaut. Plus il y a de morts qui sont des martyrs palestiniens civils, plus ça fait pression sur Israël et mieux ça vaut. Sauf ça, personne ne le rappelle jamais. On ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire, bien entendu, c'est tragique, mais ils sont victimes d'abord de qui et de quoi? Les civils palestiniens, du Hamas. Donc on prend la compassion qui est normale, qui est humaine, qui est naturelle envers ces victimes-là. Elle est une compassion à géométrie tout à fait variable parce que les massacres du 7 octobre ne suscitent guère de compassion. Et puis, on plaque dessus autre chose, une autre réalité, un autre récit, justement, qui nous fait nous sentir, enfin, qui les fait se sentir extraordinairement moraux et justes. Voilà. Oui, parce que ça, c'est un point important. Moral à côté de la plaque. Voilà, et c'est un point important de dire que c'est au nom de la bonne pensée. Oui, parce que c'est le moment de parler de cette réalité alternative qui se termine en inversion des valeurs. Comment est-ce qu'on pourrait mettre un peu le projecteur sur ce phénomène d'inversion des valeurs, puisqu'on en est encore à parler de valeurs? Disons inversion même pas de valeur, mais même des faits, si vous voulez. Alors bien entendu, c'est réel qu'il y a des victimes, énormément de victimes civiles. Bon, les chiffres sont ceux du Hamas, mais c'est indéniable qu'il y a beaucoup de victimes civiles, que c'est terrible, que c'est tragique. Bien évidemment, seulement l'inversion, c'est ce qui permet effectivement de dédouaner ceux qui sont considérés comme les damnés de la terre de toute responsabilité. De toute responsabilité, c'est-à-dire quand on ne refuse, quand on prête à l'autre ses propres intentions,
Et quand on rentre dans ce genre de discours où les intentions qui sont en réalité les intentions du Hamas, parce que si le Hamas avait pu, il aurait tué tout le monde. Je veux dire, pas seulement 1400 ou 1200 personnes. Il aurait pu, d'ailleurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer. Et c'est théorisé en plus. Donc, si vous voulez, à partir du moment, c'est le meilleur moyen de se dédouaner d'une éventuelle culpabilité ou d'un éventuel malaise moral, si vous voulez, c'est de projeter sur l'autre, c'est un phénomène de projection, si vous voulez, sur l'autre, ses propres intentions. Voilà, c'est quand même un phénomène assez simple et c'est facilité par le déni de la réalité. C'est-à-dire, et comme le disait très bien Carlo Ginzburg en analysant le négationnisme, il l'a très bien analysé dans sa controverse avec le critique littéraire vaguement historien Hayden White aux États-Unis, qui est dans la mouvance de il n'y a que les récits qui comptent. Ce que explique, alors il montre bien que Hayden White et d'autres ont condamné moralement la Shoah. Mais ce que dit Ginsburg, c'est que ça ne suffit pas la condamnation morale. Ce qui est important, c'est d'avoir les éléments argumentatifs et intellectuels pour pouvoir contrer les discours négationnistes qui sont fondés sur « il n'y a que le discours qui compte ». Il n'y a que le discours qui compte. Alors, effectivement, pour revenir à la manière dont... Et il termine en disant, si finalement Forisson finalement finissait par avoir du succès, et ça, c'est fait des années qu'il écrivait ça, eh bien, ce qu'il dirait serait vrai. Et on n'en est pas très loin en ce moment, c'est-à-dire, on l'a vu dans la réaction, notamment, très étrange, mais très symptomatique des féministes au viol du 7 octobre, aux violences sexuelles du 7 octobre. Alors, si vous voulez, je pense que ce qui fait que ça marche, c'est un mélange d'ignorance, d'effets de masse, parce qu'on est en groupe, si vous voulez, d'émotions que j'appelle frelatées, parce qu'au lieu d'être reliées à leurs émotions réelles, qui prendrait en compte la totalité des éléments de la réalité. On est relié à ces émotions par la propagande des réseaux sociaux et de la presse, si vous voulez, parce qu'on nous martèle un certain nombre de choses sans arrêt. Voilà, on est en quelque sorte aliéné à la propagande. On veut s'aliéner à la propagande. Et ça marche parce que c'est simple, parce que c'est simpliste, parce que la complexité du réel est évacuée et parce qu'on n'a pas à s'encombrer de la réalité qui est bien, bien plus dure à regarder que le récit qu'on en fabrique. On peut dire peut-être un mot maintenant, Sabine Procoris, maintenant qu'on a bien saisi ce dont vous parliez de votre domaine d'études récemment, donc sur le féminisme, qui est aussi emblématique finalement de ce dont vous venez de nous parler. Oui, c'est emblématique parce que bon, je l'avais développé ça notamment il y a 2 ans dans le Mirage MeToo, à partir du moment où Adèle Haenel est dans son show là en 2019, accusant Christophe Ridja, mais en réalité celui qui était visé, c'était pas Christophe Ridja, c'était Roman Polanski, dont sortait, pardon, à ce moment-là le film J'accuse, et ensuite on a eu une explication de texte d'une demi-heure d'une dénommée Iris Bray, nous parlant sans arrêt de Polanski-Violanski. Donc la question de Polanski et tout l'antisémitisme qui va avec était au centre. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'est le mot de survivante et le mot qui a été choisi par toutes ces MeToo féministes, c'est-à-dire on a subi ça, ça, ça et ça, dit-on, prétend-on, affirme-t-on, et donc on se nomme survivante, et un universitaire a écrit un livre, un article, en expliquant que Adèle Haenel était l'équivalent de Primo Levi. Donc c'était quand même un peu problématique. C'est ça qui m'a déclenché. Alors le fondement de tout le mouvement MeToo, à part moi aussi, moi aussi, moi aussi, c'est-à-dire une sorte d'expansion indéfinie, et on le voit, plus ça va, plus c'est comme ça, c'est victime, on te croit. C'est-à-dire victime autoproclamée. Si je me proclame, moi, victime, et je suis légitime à le faire parce que dans l'articulation, dans l'organisation, dans le système de domination, je suis à la place des dominés, donc par conséquent, je suis victime. Si je le dis, si je me revendique victime, si je ne suis pas violée, je le serai. D'ailleurs, c'est formidable. Adèle Haenel, à ce moment-là, elle dit qu'elle n'a pas été violée par Christophe Ridja, mais que c'est parce que c'était un violeur, par essence. En gros, elle dit, il n'a pas passé à l'acte, parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Donc, ce qui compte, c'est la place dans le système de domination. Donc, on est victime proie systémique, si vous voulez, victime systémique, et de l'autre côté, il y a des oppresseurs systémiques. Donc, à partir du moment où le slogan, c'est « victime, on te croit », c'est le récit qui fabrique la réalité objective et factuelle.
Donc ça, c'est évidemment le centre. Et au moment du 7 octobre, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a vu tous les médias qui... et bon, les MeToo féministes, vous avez vu Mona Chollet, un certain nombre de femmes qui soutiennent MeToo, qui ont dit oui, mais quand même, il nous faudrait des preuves. Non, pas besoin de preuves, hein, alors que c'était filmé par les caméras des terroristes. Ça, ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est que ces femmes étaient quand même des Israéliennes, des Juives, ou considérées comme telles, et que par conséquent, elles étaient forcément du côté des dominants. Donc, bon, on n'allait pas en faire un plat. Vous voyez. Donc, il y a eu cette espèce de refus de prendre en compte cette réalité-là, MeToo, sauf pour les Juifs, sauf que c'est aussi une absurdité de chercher MeToo pour les Juifs, parce que MeToo, c'est non pas la réalité, c'est le récit. Et donc, ce qui comptait, c'était le récit MeToo au mépris de la réalité de ces femmes. Et on a vu ce qui s'est passé, comment les féministes juives se sont fait insulter et qu'il a fallu les exfiltrer des manifestations féministes. Donc pour moi, c'est emblématique parce que ça montre bien que les ressorts intellectuels, je ne dis pas que MeToo est un mouvement antisémite, mais les ressorts intellectuels qui sont, et c'est ce que j'ai montré dans le Mirage MeToo, par l'usage du cas Polanski, et j'ai développé tout ça dans le livre sur Polanski, parce que la question de l'antisémitisme, ça y allait. Hein. Celui qui doit être gazé, c'est Polanski, à la sortie des Césars. Des tags au sol dans mon quartier, Polanski boit nos règles au moment de Pessa. Enfin, vous voyez un peu le truc. Hein. Le discours de Florence Foresti, incroyable, et le président de Yad Vashem lui-même, interrogé par les féministes au sujet de la médaille des justes que Polanski avait pu faire obtenir à titre posthume aux paysans qui l'ont sauvé pendant la guerre, répondant aux féministes, disant « Ah oui, mais on ne sait pas ce que les gens vont devenir, vous vous rendez compte ?» Quand même, ça va loin. Ça va très loin. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est pas que MeToo soit un mouvement antisémite, c'est un mouvement dont les ressorts intellectuels sont exactement de même nature. Alors, vous avez tout le temps les puissants, etc. En ce moment, vous avez dans Libération une enquête, entre guillemets, on dirait qu'elle est écrite par l'intelligence artificielle avec quelques mots-clés, sur la bande pédocriminelle de la rue du Bac. Alors, vous avez un grand délire, on dirait Quanon, ou les False Memories aux États-Unis dans les années 90, en feuilleton en 6 épisodes, et vous avez tout, les puissants, etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez, les ressorts de MeToo sont des ressorts de même nature intellectuelle que les ressorts de l'antisémitisme, et ça a été éclatant au moment du 7 octobre. Et on voit bien que effectivement, c'est un paradigme qui permet de saisir toute une actualité, une façon de voir les choses aujourd'hui. Vous parlez d'une défaite de, vous parlez d'une défaite de la rationalité. Oui. Finalement, quel est l'enjeu? On se retrouve, après ce que vous nous dites aujourd'hui, face à un enjeu considérable pour l'humanité elle-même, c'est-à-dire cette pensée qui s'étend, qui est la pensée, disons, dans le récit, et puis cette bataille des croyances et ceux qui défendent au contraire la possibilité de ne pas se laisser totalement influencer par ce récit. Est-ce que c'est une querelle finalement sociologique, métaphysique aussi peut-être, un grand combat pour aujourd'hui quand on y réfléchit, finalement, pour l'avenir de l'humanité? Vous savez, moi je reste très freudienne là-dessus. Vous savez, Freud a écrit un texte très intéressant qui s'appelle Sur une Weltanschauung, une vision du monde, et il dit que justement ce que la psychanalyse ne peut pas proposer de vision du monde. Bien que toutes les institutions analytiques et les psychanalystes prétendent proposer une vision du monde, et que les visions du monde, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un principe explicatif qui explique tout, la totalité du monde, c'est une absurdité intellectuelle complète et qui nous fait passer complètement à côté. C'est une illusion, et c'est une illusion mortifère, extraordinairement dangereuse, totalitaire en réalité. Et il dit toujours, je pense toujours à cette phrase où il nous dit que la voix de l'intellect est basse, mais qu'elle ne se tait pas, qu'elle ne se soit faite entendre. Donc je suis pessimiste sur tout ce qui se passe, et pas défaitiste si vous voulez, mais je pense qu'en effet c'est un combat parce que la rationalité, d'une certaine manière, est considérée comme appartenant à l'Occident colonial, si vous voulez. La raison, et donc les Lumières, etc., et notamment l'usage de la raison, est considéré, on le voit très bien dans les écrits de Butler, c'est dit tel quel, eh bien, est considéré comme une sorte de toute puissance occidentale, et qui opprime, si vous voulez, les croyances, qui oppriment. Il y a eu, il y a quelques années, à Cité Philo, imaginez-vous un argumentaire à Cité Philo qui expliquait il est temps de réhabiliter la croyance face au savoir.
C'est quand même très, très, très inquiétant. C'est-à-dire, alors après, chacun sa croyance, et si possible, essayons d'obtenir des croyances de masse. Voilà. Donc oui, la rationalité, non pas au sens de la construction de systèmes ou de vision du monde, mais au sens de capacité de recul critique sur les discours, sur de lucidité, si vous voulez, de diagnostic et de lucidité, qui est évidemment toujours modeste et frustrante. Merci beaucoup. Je crois que vous nous Merci à avez vous. bien éclairé sur ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, dans notre réalité, dans les discours que l'on entend. Et le fait d'avoir pu passer comme ça en revue différents domaines nous a bien permis de sortir ce point commun de la situation dont vous nous avez parlé sur le récit et le réel. Merci infiniment, Merci beaucoup. Sabine Procoris. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.